Il paraît que t'as des propos intolérables. Où il n'y a pas de tolérance. Tu sais donc pas que c'est pas bien d'être raciste? Que c'est mal? On ne doit pas faire de discrimination raciale, c'est mal. Juger les gens sur leur religion, c'est mal. Sur leur couleur de leur peau, sur leurs origines sociales ou sur leur nationalité, c'est mal. Bon, maintenant que le ton est donné, passons à la suite sans crainte de mauvaises interprétations. Bonjour à tous, ici Tonton Junsai, je vous présente cette vidéo car en ce début d'année 2017, j'ai vu plusieurs interventions télévisées du comédien Lucien Jean-Baptiste qui présentait son nouveau film. Les sorties entre potes qui regardent plus trop la télé obligent, on finit par chercher des sujets de conversation d'actualité pour tuer le temps, m'amenant donc à leur parler du fameux film annoncé, suite à quoi ils me répondirent « Lucien Jean-Baptiste !» Non, je vois vraiment pas qui est ce type. Mais si, Lucien Jean-Baptiste, tu connais forcément. C'est celui qui fait la voix du zèbre dans Madagascar, et c'est aussi celui qui fait la voix de ce type dans Scrub. Et qui ces dernières années s'est retrouvé en second rôle dans pas mal de films français plus ou moins bons du genre Turf, Je fais le mort, ou encore Fonzie, le remake français de Starbuck. Car oui, contrairement à ce que je laissais supposer dans ma vidéo sur la VF, nous aussi français, nous avons fait des remakes pas forcément utiles et unanimement considérés comme inférieurs à l'original d'un film québécois. Ainsi, au nom de l'amitié franco-américaine, je vous demande sincèrement pardon. Bon, retour au dialogue. Ah oui, ça y est, je vois. Et tu dis qu'il va faire un film en tant que réalisateur. Exactement. Et ce n'est pas la première fois. Il a déjà commencé sa carrière de réalisateur avec le film La Première Étoile qui a gagné déjà plusieurs récompenses. Vraiment, tu dis qu'il va refaire un film comme cette niaiserie qui va encore nous gonfler avec la lutte contre les préjugés raciaux que personne n'ose critiquer tout haut. Ah, génial. Et c'est alors que je me suis demandé comment un film qui a reçu autant de louanges et de récompenses pouvait-il être aussi unanimement critiqué par toutes mes connaissances. J'ai donc décidé de regarder le film La Première Étoile pour me faire mon propre avis. Et ouais, c'est clairement pas la meilleure comédie du monde, et ça a plus tendance à essayer de nous inculquer sa morale avec la subtilité d'un cactus dans le cul qu'autre chose. Et quand je vois la bande-annonce de Il a déjà tes yeux, j'ai l'impression que ça risque d'être un peu pareil avec des blagues du genre « Confier un bébé blanc à un noir !» Mais qu'est-ce qui leur prend à la Daz? Ils ont pris de la drogue. Mais bon, au moins je reconnais au film d'essayer de traiter du sujet du racisme avec humour, tout en essayant de mettre en lumière une situation dont nous ne nous rendions même pas compte, à savoir qu'il n'y a pas autant de personnes de couleur noire qui partent en vacances au ski, pouvant traduire un certain racisme passif de la part des habitants locaux. Mais au final, toute cette expérience m'a amené à me poser cette question. Si les gens n'apprécient pas cette forme de critique du racisme, alors sous quelle autre forme faut-il le dénoncer? Ainsi, je vais essayer de débattre avec vous avec les arguments à avoir sur la façon de dénoncer le racisme. Vidéo dans laquelle je vais m'efforcer de réfléchir sur la façon d'aborder ce fléau intemporel avec toute la neutralité possible. Commençons donc sans plus tarder. Ainsi, comme ma petite conversation avec mes potes le laisse supposer, selon l'opinion commune, ou du moins celle que je fréquente, le racisme serait donc un problème déjà bien intériorisé par la société comme une chose horrible et y revenir sans cesse en pointant du doigt toutes les petites situations anodines du genre « Il demande à cet homme s'il connaît bien la culture africaine parce qu'il est noir alors qu'il est né 100% occidental. » Ou « Il y a une maman noire qui amène son enfant blanc à l'école, du coup on la prend pour une nounou. » Ne reviendrait qu'à du harcèlement systématique envers le reste du monde, alors que dans la vraie vie, ce genre de phrases sont dites par des gens qui pensaient pas à mal et qui en général présentent immédiatement des excuses sincères juste après. Détournant ainsi la lutte face au vrai problème du racisme en une constante bataille des blancs pour prouver leurs convictions antiracistes. Et il serait effectivement tentant de se dire qu'en effet le racisme n'est plus un problème aussi répandu qu'il y a une trentaine d'années, mais au vu de certains exemples récents, il semblerait que les gens ne soient pas aussi prêts à accepter les hommes de couleur dans leur culture populaire. Est-ce que vous vous souvenez de la réaction des gens quand Marvel a tué Spider-Man pour le remplacer par un black inspiré de Barack Obama? Mauvais exemple, c'est vrai que c'est un peu con objectivement. On recommence. Vous vous souvenez quand ils ont transformé Thor en femme? Ah, là ça pique encore parce que c'est un mauvais débat. Mais est-ce que vous vous souvenez de la réaction des gens quand ils ont annoncé que la torche humaine sera jouée par un black dans le reboot des 4 Fantastiques? Je pense que là c'est un bon exemple. Et ben à ce moment-là, internet s'est mis à multiplier les critiques avant même que le teaser ne sorte. Mais aussi anodin que puisse paraître cet exemple pourtant récent, il reflète une triste réalité que le monde n'est peut-être pas aussi unanimement ouvert à la tolérance que nous le croyons, ce qui peut se refléter par la place accordée à la mixité sociale dans la culture populaire. Ainsi, un moyen efficace de lutter contre les préjugés consisterait tout simplement à représenter la différence partout dans notre paysage culturel commun. Car comme beaucoup aiment le dire, la culture geek des animés et comics représente en quelque sorte notre mythologie actuelle, et de la même manière que la présence de dieux et de personnages bisexuels, homosexuels, voire transsexuels dans la mythologie grecque reflète en quoi cette société n'avait aucune forme de discrimination des autres en fonction de leur sexualité. On espérait que créer des figures d'héroïsme de toutes les sortes pourrait aider la société
à intérioriser toutes les cultures. Bon, certes, les Grecs pratiquaient aussi l'esclavage, mais l'appartenance ethnique ne primait pas sur cette pratique. Et ces dernières années ont justement vu se développer une volonté de la part des créateurs de représenter toutes les différentes classes sociales qui auraient pu, dans un ancien temps, être qualifiées d'inférieures. Que ce soit les personnes de couleur, les femmes ou les homosexuels. Nous amenant ainsi à penser que nous vivons dans une époque où les tabous et discriminations ne sont plus d'actualité. Et pour tout vous dire, j'avoue que ça me fait plaisir de voir cette volonté de traiter tous les conflits sociaux. J'ai même découvert qu'il existe des comics où Batman a pour associé un Français issu de la communauté musulmane algérienne. Oui, vous avez bien entendu, il y a des Américains qui ont pris la peine de vouloir traiter l'un des conflits générationnels divisant le plus les communautés de l'histoire de France. Mais malheureusement, dans les faits, ça ne marche pas toujours. Car qui dit volonté de parler d'une communauté dit forcément critique des deux côtés. Et à force de vouloir faire du politiquement correct, ça finit par se voir et sonner un peu ridicule pour les gens. Avec des choses du genre, découvrez dans vos librairies Miss Marvel, la première super-héroïne, femme, adolescente, de classe populaire, musulmane et lesbienne. Et quand bien même il existe des exemples de changements ethniques majoritairement bien reçus, tels qu'avec le personnage de Nick Fury, dont le design est maintenant basé sur l'incarnation de Samuel L. Jackson, vouloir se faire l'incarnation de la bien-pensance, ça donne une image excessive de mangeur commercial alimenté par absence d'objectivité créatrice. Du genre tuer le héros d'enfance de plusieurs générations pour le remplacer par une pseudo-caricature de l'homme politique populaire du moment, qui d'un point de vue objectif n'a d'ailleurs pas eu un bilan si positif. Et à votre avis, qui ne s'en est pas plaint et au contraire s'est mis à le survendre à coup de « on vit dans un monde vraiment trop égalitaire et c'est vraiment trop bien », sans surprise, les médias mainstream. Du coup, les gens sembleraient donc se méfier de ce que les médias mettent en avant. Et on peut dire que ce n'est pas vraiment sans raison, parce que comme je vous l'ai dit au début, à chaque fois qu'un truc prônant l'égalité, l'amour, etc. sort, les médias, TV, journaux vont systématiquement vous en chanter toutes les louanges pour vous dire de le voir, qu'importe la qualité. Ça peut aussi bien être un truc comme Intouchable que les saints grâles de la niaiserie merdique du genre Agathe Cléry. L'histoire au dénouement absolument imprévisible d'une raciste qui se réveille un jour, atteinte d'une maladie de la peau, la transformant en une noire. Ou plutôt en une actrice avec un maquillage de type blackface extrêmement mal fait, qui sous ses airs de comédie oubliable cache en fait un navet généralisant le racisme dans des proportions disproportionnées, comme si toutes les entreprises de France n'engageaient aucune personne d'origine non 100% française, tout en ne comprenant rien à ce problème, dont le film traite comme si les gens n'étaient que des gamins de maternelle, qui braillaient des absurdités comme le fait d'haïr quelqu'un parce qu'il pense que sa peau n'est pas belle. Et qui, cerise sur le gâteau, est une comédie musicale. Mais bon, relativisons, ce ne sont pas toujours des nullités aussi extrêmes qu'on nous sert sur un plateau d'argent. Néanmoins, quand bien même les médias mainstream ne nous harcèlent pas exclusivement sur de tels cas, dès qu'un feel-good movie sort, on est garanti de se faire matraquer médiatiquement sur la pseudo-injustice dénoncée par le film, comme nous l'a rappelé la promo du film de Grand Corps Malade. Car oui, il fait des films maintenant, où on nous a rabâché sans cesse la volonté de l'équipe du film de faire changer le regard des gens sur les handicapés. Une phrase qui, bien que jolie à dire et messagère d'espoir, finit par sonner aussi creux et sans fond que espérer changer le monde avec le pouvoir de l'amour. Car soyons réalistes 5 minutes. Vous croisez quelqu'un en fauteuil roulant ou avec une jambe en moins qui ne vous a rien demandé. Vous n'allez pas le regarder avec un regard maléfique et accusateur du genre « Alors comme ça t'es handicapé, misérable erreur de la nature. Tu espères quoi ? De la compassion ? Va donc te pendre, cela permettra de réduire les risques de surpopulation et de cotisation sociale, fils de pute. » Dans le cas contraire, je vous conseille très fortement d'éviter de laisser des traces de votre adresse dans les commentaires de cette vidéo, si vous ne voulez pas avoir de problème. De même que vous n'allez pas lui faire un gros sourire amical, l'air de faire une plaisanterie sur son handicap, comme si c'était votre pote depuis toujours. Non, vous allez simplement le regarder, l'air éventuellement un peu triste pour lui, ou alors essayer de vous forcer à ne pas avoir l'air de trop lui prêter attention pour ne pas lui donner l'impression qu'il est devenu une bête de foire. Faut pas se mettre à culpabiliser les gens sur un truc qu'ils essayent déjà de ne pas faire. Une volonté d'entre guillemets améliorer les choses qui de toute manière sera juste bonne à éventuellement changer le regard des gens sur 2 semaines, voire 1 mois, pas plus, vu la mémoire de la pensée collective et la capacité des médias à passer d'une injustice à l'autre, comme s'ils ne cherchaient pas tant que ça à persévérer. Car à l'heure où vous regardez cette vidéo, plus personne n'en aura rien à foutre de ce que peuvent ressentir les gens en centre de rééducation. De la même manière que plus personne n'en aura rien à foutre du problème des femmes qui ont le cancer du sein, qui fait parler de lui à l'heure actuelle, où j'écris ces lignes, avec la sortie du film où il y a Florence Foresti.
sortie, et que plus personne n'en aura plus rien à foutre de n'importe quelle autre grande lutte existentielle à la fin de l'année avec la sortie de Star Wars 8. À l'heure où plus personne n'a plus rien à foutre des phénomènes sociaux engendrés par la famille Bélier, Intouchable ou Nous Trois ou Rien, qui au final, indépendamment de leur qualité respectable, ont un impact sur la société plus éphémère et moins important que la sortie de Pokémon Go. Et puis d'ailleurs, vous avez vu qu'ils vont vraiment sortir un remake américain de Intouchable. Sérieusement, ils pensent vraiment que c'était indispensable? Seuls les chiffres du box-office nous le diront. Eh bien, on comprend mieux la réaction un peu exaspérée de mes potes en début de vidéo, et on comprendra qu'afin de fuir ces productions aussi perfectionnables qu'agaçantes, voire évitables, indépendamment de leur qualité, ils préféreraient faire centrer l'attention sur des œuvres nettement plus intelligentes et subtiles, qui usent notamment d'un ton plus irrévérencieux, que ce soit au niveau de la mythique série South Park, qu'on ne présente plus, ou encore les Simpsons. Les premières saisons bien sûr, plus ça avance dans le temps, et moins la série ne prend de risques et traite de sujets profonds. Les fiers représentants de l'humour noir sont toutes ces séries qui se contentent simplement de ne faire qu'évoquer la mixité sociale et la discrimination de manière discrète et intelligente, sans gonfler ouvertement le spectateur avec. Vous avez tous votre liste de références qui se contentent juste de vouloir et surtout réussir à vous faire rire, sans vous prendre pour un gamin débile à qui on doit apprendre la vie et la gentillesse. Mais le problème avec ce genre d'humour, c'est que à trop vouloir utiliser et se reposer sur l'intelligence des hommes, on finit par oublier qu'ils sont aussi très cons, et auront tristement tendance à prendre ce qu'on dit au premier degré. Vous adorez l'épisode de South Park sur les roues pour ses situations hilarantes et sa grande pertinence dans la dénonciation des acteurs extrémistes des deux côtés d'une lutte sur un stéréotype à travers le personnage de Cartman. Et bien malheureusement, cet exemplaire message d'insulte envers l'aveuglement et la bêtise humaine est apparu aux yeux d'un jeune garçon comme une hilarante incitation à la haine des rouquins et a eu pour réaction de prendre au premier degré tout l'exposé de Cartman, pourtant ouvertement voué à faire rire au second degré par l'exagération. Il a donc eu la merveilleuse idée d'organiser sur internet une journée internationale de tabassage des roues, un pitoyable exemple de la manière dont une audience peut percevoir votre œuvre. Et ce genre de cas est loin d'être fini comme l'a montré tout le YouTube drama autour du Raptor dissident. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de cette polémique terminée depuis déjà un bon moment, laissez-moi en brave vidéaste que je suis, arrivant après la bataille, vous en parler. Ce mec est donc un YouTuber qui base son humour sur du défonçage trash d'incarnation du politiquement correct, tels que des étudiants manifestants ou des féministes. Et si perso de ce que j'en ai aperçu, il produit du contenu qui demande juste un certain recul, beaucoup y ont vu un jour une source néfaste de haine de par le fait que certains internautes ont pris le ton haineux trop au sérieux et ont commencé à harceler un bon nombre de gens. Par conséquent, les problèmes de discrimination seraient source de niaiseries et ou de conflits haineux si on les traite sous le spectre de l'humour. On pourrait donc en conclure qu'il ne faudrait alors traiter ce sujet uniquement de manière sérieuse et froide dans la retranscription du malheur que cela a et continue d'engendrer. Et il est vrai que beaucoup de créations prenant ce parti pris sont aujourd'hui reconnues unanimement comme des chefs-d'œuvre. Aussi bien du côté de la littérature avec le livre Racine, qu'au cinéma avec l'exemple récent d'un film que je vais essayer de bien prononcer, qui n'est rien d'autre que 12 Years a Slave. Et c'est une bonne chose que le public puisse avoir accès à ces reconstitutions certes romancées comme toute histoire digne de ce nom, mais qui nous permettent tout de même d'entrevoir la dure et répugnante réalité du passé et sa violence dont ont été victimes des millions de gens au nom de tristes considérations ethniques qui de nos jours peuvent nous sembler futiles. Car il est vrai que l'un des fondements de la discrimination, quelle qu'elle soit, est l'incompréhension de l'autre. Et force est de constater que les gens de... Comment dire ça sans être maladroit ? Disons que les gens de phénotype blanc occidental ne peuvent pas savoir par quelle épreuve sont passées les communautés issues de l'esclavage ou de la colonisation au cours de leur histoire. Et pour mieux les comprendre, il faut faire plus que simplement acheter des t-shirts Nelson Mandela ou Duce et essayer de nous ouvrir à leur culture pour mieux les comprendre et les intégrer dans la nôtre. C'est vrai que ça peut paraître un peu hypocrite de la part d'un type qui dit en avoir rien à cirer de la culture japonaise et qui depuis le début de cette vidéo n'arrête pas d'attiser la haine sur la culture américaine. Mais que voulez-vous que je vous dise ? Au moins je dis du mal de la culture de mon propre pays. Néanmoins, je comprends parfaitement ceux qui ont du mal avec ce genre d'œuvres qui peuvent heurter notre sensibilité, nous ramenant généralement à vouloir nous recentrer vers des visions véhiculant plus de positif. Moi-même, je dois admettre être navré de ne pas réussir à trouver quelque chose de plus important à dire dessus, à part que leurs travaux sont généralement de très bonne qualité. Ne systématisons pas non plus, l'échec peut surgir de partout, même des mieux intentionnés. Bien qu'il faut reconnaître que le problème avec ce genre de vision des choses, c'est que la violence du passé risque de n'inspirer que de la
haine pour l'avenir chez certains. En effet, si l'on pourrait penser que les gens prônant ouvertement la discrimination sont les personnes les plus facilement détestables du monde, cela serait oublié. Ou alors avoir la chance de ne jamais avoir eu affaire aux Social Justice Warriors. Les Social Justice Warriors, ou les SJW, est un terme péjoratif désignant les personnes prenant un peu trop à cœur le fait de vouloir défendre les minorités n'ayant à ma connaissance aucun équivalent en français. Bien que l'on pourrait facilement transformer le mot en combattants de la justice sociale ou les chevaliers de la justice sociale. Et comme je viens de l'évoquer à l'instant, ce type d'individus pourtant respectables en apparence sont dans les faits rapidement faciles à détester de par leur capacité à voir les choses dans des proportions complètement disproportionnées. Du genre, vous avez dans votre voiture une de ces petites statuettes à la con en forme d'hawaïenne qui bouge tout le temps. Honte à vous, misérable raciste, d'aider à capitaliser ce produit qui véhicule une image réductrice de la femme et des habitants d'Hawaï. Vous dites que cette femme politique a moins de charisme que son concurrent masculin. Honte à vous, misérable misogyne. Vous dites que Agathe Cléry est un film de merde car il part du principe que toutes les entreprises du monde sont racistes. Honte à vous, misérable occidental qui ose prétendre qu'il comprend mieux un problème dont il ne sera jamais victime. Vous dites être fan de Tintin et adorer toutes ses aventures. Honte à vous, misérable xénophobe qui soutient une bande dessinée donnant une représentation scandaleuse caricaturale des Congolais et des Japonais. Vous l'aurez compris, ces gens-là ont la critique facile sur à peu près tout et n'importe quoi. Ce n'est pas pour rien que l'une des images les plus connues que l'on a d'eux est celle d'un groupe colérique insultant de racistes des passants random sous l'argument très constructif qu'ils ne sont que des hommes blancs. Mais bon, de 1, tous ceux qui défendent la justice sociale ne sont pas tous aussi casse-couilles que leurs caricatures. Et de 2, quand bien même ils le seraient, tant que cela reste de simples mots, ils ne représentent au final que l'alter ego du hater qui ne fait que blesser les plus sensibles qui y prêtent trop d'attention. Là où ça devient vraiment grave, c'est quand les gestes sont combinés aux propos trop violents. Car si les cas de Malcolm X et Gandhi nous ont permis de retenir une leçon, c'est que même si ce pourquoi tu te bats est bien intentionné, l'utilisation de ce que tu feras de la violence sera la seule chose que l'opinion publique retiendra de ton action. Ce que je veux dire par là, c'est que bien que la violence est parfois nécessaire pour faire bouger les choses, ce n'est pas non plus une raison pour y avoir recours tout le temps sans réfléchir. Il est vrai par exemple qu'il y a un déséquilibre plus significatif d'hommes et femmes haut placés en politique. On ne peut pas dire le contraire. Mais en quoi le fait d'insulter publiquement, voire essayer de brutaliser des hommes haut placés qui n'ont rien fait de spécialement misogyne à part atteindre un poste que peu de femmes peuvent atteindre, va rééquilibrer cet écart. Mais ce qui m'attriste le plus, c'est quand les gens abusent du statut de minorité pour essayer de justifier tout ce qu'ils veulent. Comme je l'ai dit, c'est important de voir toutes ces œuvres qui abordent la dureté historique d'un conflit ethnique pour mieux en comprendre le sens et éviter le retour d'un tel événement. Et de voir à quel point la société a pu et pourra, à coup de bonne volonté, évoluer de manière positive. Alors dit qu'une bande de gens se mettent à vouloir réexploiter cela de manière abusive en dégradant ainsi ce qu'ils prétendent défendre, cela a vite tendance à m'énerver. Prenez donc ce premier exemple qui me vient en tête. En 2015, Karim Benzema, un joueur de foot qui, sachez vous autres qui n'en avez rien à foutre du foot, a soudoyé un de ses coéquipiers avec une vidéo compromettante alors qu'il gagnait déjà plus que qui? Leur père, leur mère et leur grand-mère et leur grand-père avec leur retraite. S'est vu refuser sa participation à l'Euro parmi l'équipe de France. Une décision que l'on peut parfaitement comprendre, étant donné que bien que je ne sois pas un sélectionneur attitré, je pense que ça ne doit pas être une bonne chose dans un sport d'équipe de demander à des gens de jouer avec un type qui a soudoyé un de ses coéquipiers tout en laissant au monde le message de et tu veux faire des trucs immoraux et illégaux? Alors rassure-toi, à partir du moment où tu réussis à donner de toi une image de mec compétent, tu peux faire ce que tu veux sans que personne ne te condamne. Mais vu que les choses ne se font jamais simplement, Karim Benzema qui, comme vous pouvez vous en douter, au nom de a des origines arabes, et s'est mis à accuser les sélectionneurs de racisme. Et ça a marché. Énormément d'individus, y compris des célébrités, se sont mis à déplorer ce joueur comme un martyr et ont insulté la société française tout entière, alors que bordel, ce type a soudoyé quelqu'un avec qui il était censé travailler en équipe et est à peu près aussi représentatif de la vraie communauté arabe victime de discrimination que Donald Trump, l'aide des classes sociales américaines pauvres, et me dire qu'un cas qui apparaît maintenant comme très anodin ait pu déchaîner tant d'énergie de la part des gens pour se plaindre, ça m'attriste totalement. Cela ne fait que me dire que personne ne prend plus le problème du racisme raisonnablement. Que malgré tous les progrès que l'on a pu faire dans la société, les gens ne font qu'au final attendre un prétexte pour s'embraser afin de semer la violence et la haine, ne laissant qu'au final qu'un sentiment de méfiance, voire de peur des deux côtés de cette éternelle lutte pour ceux qui ne demandent qu'à n'en avoir rien à faire. Alors au final, comment répondre au problème dont je parle depuis le début de cette vidéo, puisque toutes les approches conduisent à des désaccords et que les deux camps finissent tous les deux
par empoisonner la vie des autres. Comment doit-on, ou encore plus simplement, comment peut-on aborder le sujet de la dénonciation du racisme? Ou plutôt, devrions-nous répondre à la question, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour dénoncer cela? Cela suppose également la question, qui sont les personnes qui n'apprécient pas certaines œuvres dénonçant le racisme? Mais surtout, pourquoi n'apprécient-ils pas ces œuvres? La réponse à cette question est selon moi le point commun de la plupart des mauvais cas dont nous avons évoqué plusieurs exemples jusqu'à présent. Ils accentuent trop le message antiraciste de l'histoire qu'ils nous racontent. Cela peut sembler bizarre dit comme ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui fait que les gens sont saoulés par ce genre de film, c'est que le message prôné est que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Ils le connaissent déjà. Et oui, comme je l'ai déjà dit, on vit dans une époque où les mœurs ont mieux intériorisé la tolérance et où de nombreuses références culturelles reflétant mieux ces valeurs égalitaires à la différence de ce qu'on pouvait voir il y a quelques années, ont tout naturellement vu leur diffusion facilitée, généralisée et encouragée. Moi-même j'ai grandi avec des séries télé du genre Ma famille d'abord ou Malcolm qui, de mon point de vue d'enfant, se contentaient juste de me faire passer du bon temps et pourtant c'est sans doute en partie grâce à elles que j'ai intériorisé le fait qu'il existe des hommes de couleur de peau différente de la mienne qui sont au final exactement comme moi. Et après avoir grandi en ayant intégré toutes ces valeurs, quand les gens assistent à la sortie d'un film comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, il ne voit au final qu'une énième comédie banale soulignant l'évidence avec des blagues pseudo-racistes dignes d'un vieux topic de jeuxvideo.com. De la même façon qu'ils ont envie de foutre des baffes quand ils regardent Dora l'exploratrice leur expliquer que 2 et 2 font 4. Mais surtout, ils savent très bien que les gens ne changent pas juste parce qu'ils ont vu un film. Ils savent qu'un néo-nazi ne va pas soutenir l'Israël juste parce qu'il a vu la liste de Schindler. Ou qu'un skinhead ne va pas s'engager pour l'UNICEF après avoir vu la première étoile. Ils sont tout à fait conscients que les vrais racistes sont des cas désespérés et que payer pour voir un truc qui prétend le contraire avec la répartie d'un écolier n'y changera rien. Peut-être pourrez-vous penser qu'ils n'y supportent plus ou n'ont pas conscience de tout ce qui peut paraître discriminatoire et qu'ils préfèrent se réfugier dans leur monde sans se prendre la tête sur ce qu'ils savent déjà, puisque celui dans lequel ils vivent est défoncé par l'intolérance et la haine, ou alors ce sont juste des Fascistes de merde! Qui ne s'assument pas. Mais dans tous les cas, je préfère me dire que ce type de personne veut juste voir quelque chose de bien et qu'une bonne morale bien construite ou un bon message ne serait qu'un bonus. Ce qui fait que l'on aura plus tendance à pardonner quelque chose de bien nous faisant passer un bon moment, mais qui laisse supposer plus ou moins maladroitement de mauvais messages, tandis que l'on aura au contraire plus tendance à remarquer et critiquer un truc de merde, nous faisant passer un mauvais moment en insinuant de mauvais messages plus ou moins volontairement. Alors le mieux est d'ignorer ces trucs discriminatoires tant que les actes ne sont pas associés à leur idéologie intolérante et laissons-les se faufiler dans leur coin comme les déchets qu'ils sont. Laissons les gens qui veulent améliorer les choses souligner tous les trucs qu'ils jugent discriminatoires ou se plaindre de quotas non respectés et tournons-nous plutôt sur les œuvres et les personnes que vous voulez, qui traitent de cette problématique d'une façon que vous jugez correcte. Et peu importe de ce que vous retenez de cette vidéo, contentez-vous de prendre du plaisir avec ceux qui, selon vous, abordent bien ce sujet, comme South Park, Zootopie, Kian Kojandi, et j'en passe. Et pour finir, moi, Tonton Junsai, je vous ordonne de vous abonner à ma chaîne et de partager cette vidéo, ou sinon ça ne voudrait dire qu'une seule chose.